On est prêt maintenant à entendre nos trois panélistes, en débutant par Réal Julien, ensuite Jean-Louis Moreau et finalement Jimmy Cardin. Bon panel. Alors, merci beaucoup, Martine. Martine, je ne sais pas ce qui se passe de mon côté, mais je ne vois pas le chat. Fait que j'ai juste ma présentation que je vois. Fait que je vais essayer de naviguer pour prendre connaissance des questions. Je te les flagrer dans ce cas-là. Je pourrais te les lire quand elles vont apparaître, si tu veux. Aucun problème, aucun problème. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci de débuter votre semaine avec nous. Oui, on va parler de la chaîne d'approvisionnement. Comme je me plais à dire depuis pratiquement un an, si vous n'avez pas entendu parler de rupture de stock, de retard de livraison, de chaîne d'approvisionnement, de hausse de prix, de pénurie, depuis la dernière année et demie, vous n'étiez pas sur la même planète que nous. Alors, écoutez, les 90 prochaines minutes vont être consacrées, comme Martine l'a mentionné, à vous parler de l'impact, des enjeux qu'a la pandémie et aussi un élément un petit peu plus positif. Parce que j'ai trouvé que dans mon annonce web que j'ai fait la semaine dernière, j'étais un peu l'annonceur apocalyptique, là. Mais soyez sans crainte, ça va être dynamique ce matin. Donc, on va parler aussi de la reprise qui s'en vient et qu'est-ce qui doit être fait selon nous par rapport à une reprise. Donc, on va faire le contrôle de tout ça. Effectivement, ça fonctionne. Écoutez, présentement, comme tout le monde le sait, c'est une situation qui se trouve à être mondiale. Donc, ce n'est pas isolé. Fait intéressant, selon Statistique Canada, 70% des entreprises canadiennes ont subi des perturbations au niveau de leur chaîne d'approvisionnement. Seulement 2% avaient un plan de gestion de risque. On en parlait un peu en début quand les gens se connectaient. On a eu quelques discussions de machine à café. Et ce qui va être important à prendre en considération, ça va être l'élément de gestion de risque dans un futur. Puis quand on parle de gestion de risque, là, on a une pandémie mondiale, mais un élément de risque est vraiment, je dirais, personnel à votre entreprise, contextuel à votre entreprise. On va voir des exemples tantôt aussi avec Jean-Louis. 32% des entreprises participantes au webinaire n'ont jamais mis en place une stratégie au niveau de leur chaîne d'approvisionnement. Écoutez, pour ceux qui ont rempli le petit sondage, 32% d'entre vous n'ont jamais fait de stratégie de chaîne d'approvisionnement et 38% d'entre vous ont mis en place une stratégie au niveau de leur chaîne d'approvisionnement dans les 12 derniers mois. Écoutez, sans faire mon léger de moi-même, est-ce qu'on peut prétendre que 70% des entreprises qui sont présentement à l'écoute n'avaient aucune stratégie et la mise en place d'une stratégie dans les 12 derniers mois, est-ce que ça a été contextuel et un élément d'action? Je ne veux pas dire de proaction parce qu'on va le voir plus tard. C'est pas le temps présentement de faire de stratégie ou de négocier des contrats. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais il y a quand même, je trouve étonnant que 70% d'entre vous n'ont jamais ou pratiquement jamais dans les 12 derniers mois mis en place une chaîne d'approvisionnement quand on sait que 90% des gens qui sont à l'écoute, encore en lien avec le sondage, croient que la chaîne d'approvisionnement peut augmenter de façon significative le rendement de vos entreprises. Donc, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Nos chaînes d'approvisionnement, oui, sont en mode réaction depuis le 16 de mars. Pourquoi? Parce que personne n'a vu ça dans sa boule de cristal, cette pandémie-là. Et écoutez, c'est un élément aussi qu'il faut prendre, faut être sensible. Bon, ben, pré-pandémie, de la gestion de risque, les gens
n'étaient pas sensibles, n'étaient pas nécessairement ouverts à faire une gestion de risque. Et souvent, les entreprises, quand on leur parle de gestion de risque, et là, c'est un discours PME que j'ai, OK? Souvent, quand on parle à des PME de mettre en place une gestion de risque, un plan de contingence, ils pensent que c'est pour les multinationales, ils pensent que c'est pour les compagnies d'ordre mondial. Faux. OK? J'ai quelques exemples à vous donner tantôt de PME qui ont cru en leur chaîne d'approvisionnement, qui ont développé leur chaîne d'approvisionnement et qui vont passer à travers cette pandémie-là, je vous dirais, de façon plus sereine. Oui, ils sont écorchés, mais comme je parlais avec un des participants ce matin, quand on parlait d'éléments contractuels, eux ont mis en place des contrats avec leurs fournisseurs stratégiques et non pas juste dans les 12 derniers mois. C'est une pratique courante depuis les 24-36 derniers mois. Donc, comme je disais, ce n'est pas le meilleur moment de signer des ententes d'approvisionnement. On connaît tous des hausses de prix présentement, des délais de livraison, et je ne pense pas que vous voulez signer des ententes avec des hausses de prix actuelles, puis on n'a pas nécessairement une visibilité solide ou, je vous dirais, précise sur quand les prix vont revenir à une certaine normalité. Fait que moi, ce que je vous propose dans ce contexte-là, c'est d'y aller avec une notion qu'on appelle un BATNA qui se trouve être un Best Alternative to a Negotiate Agreement, où j'ai essayé de mettre ça en français quand j'enseigne à l'ETS. Dans le fond, un MESAR, une meilleure solution de rechange. Moi, je pense qu'il faut avoir des discussions régulières avec nos fournisseurs et avoir une relation et développer l'aspect relationnel avec les fournisseurs. Et vous allez voir un peu pourquoi tantôt. Réal, on a déjà, tu parlais des faits mondiaux, on a déjà un commentaire dans le chat, une forme de question qui dit, tu sais, la pénurie de containers en Chine, est-ce que c'est réglé? Congestion dans les ports suite au problème du canal de Suez, est-ce que c'est réglé? Jimmy, tu réponds? Ben, oui, en partie, j'ai une bonne réponse, c'est que non. J'étais pour l'adresser dans ma partie à moi. Fait qu'on voit que nos participants sont anxieux d'en savoir la situation actuelle. Écoutez, j'ai reçu les derniers, parce qu'on fait des analyses mensuelles chez Bolloré au niveau corpo sur la situation, puis actuellement, le taux de fiabilité sur les mouvements est à peu près de 40%. Il y a un grand manque de conteneurs. Les fabricants de conteneurs prévoient que l'approvisionnement en conteneurs maritimes va pouvoir se faire d'ici 3 mois. Fait qu'on a encore là, tout l'été à passer avec cette pénurie-là, mais je l'adresserai un petit peu plus loin dans ma présentation, mais c'est vraiment un problème majeur. Merci Jimmy. Donc, l'impact de la pandémie aussi a fait en sorte que certains clients ont mis de la pression sur vos chaînes d'approvisionnement. C'est malheureux parce que vos clients, à la base, c'est des acheteurs. Puis, les acheteurs de vos clients n'ont pas nécessairement réalisé ce qui se passait. Ils ont continué à mettre de la pression, et mettre de la pression, et mettre de la pression. Et cet élément-là, on le vit. Si vos clients ne vous supportent pas nécessairement au niveau de la chaîne d'approvisionnement, mais je pense qu'il y a des actions qui doivent être portées en haut lieu et d'avoir des discussions avec certaines personnes. Un des côtés positifs à la pandémie, et là, je vais parler pour ma paroisse, qui est la chaîne d'approvisionnement. Ben, ça a été un mal nécessaire pour faire reconnaître l'importance de la chaîne d'approvisionnement. Certains d'entre vous, certains des clients qu'on a ont réalisé qu'ils avaient une chaîne d'approvisionnement et ont réalisé aussi l'effet domino qu'avaient les actions de la chaîne d'approvisionnement. Les organisations qui utilisent leur chaîne d'approvisionnement de façon stratégique présentement et auparavant sont en meilleure posture pour faire place à la reprise. L'exemple que je voulais vous donner tantôt, c'est l'exemple d'une société, d'une PME qui s'appelle Garaga,
qui, eux, ont mis en place depuis les 4 dernières années des contrats avec leurs fournisseurs stratégiques. Et est-ce que ça a permis à Garaga de conserver le même volume, le même rythme au niveau des livraisons, et ainsi de suite? La réponse est non. Par contre, ayant un contrat en place, négocié de façon professionnelle entre les deux parties, ça fait en sorte qu'au moins, il y avait du temps de réservé chez les maisons de forge ou les moulins où ils s'approvisionnent en matières premières. Est-ce que je parlais avec leur gestionnaire achat ce jeudi dernier, puis elle me disait, Réal, elle dit, écoute, elle dit, je serais incompétente de leur demander le volume prévu au contrat par livraison, parce que je sais que présentement, c'est mondial ce qui se passe. Mais au moins, en ayant mis en place les contrats qu'on a, en ayant une relation avec le fournisseur, mais au moins, je suis capable de m'approvisionner, pas à 100% de mon volume, mais on est capable de passer à travers. Okay? Donc, l'élément contractuel, messieurs, dames, si vous n'avez pas de contrat en place avec vos organisations clés, vos fournisseurs clés, c'est des éléments que, à mon sens, vous devriez songer. On a M. Brassard qui dit « Le retour à l'équilibre entre l'offre et la demande viendra principalement de la destruction prix détail de demande ou de l'augmentation de l'offre. » Écoutez, M. Brabant, je ne sais pas si vous pourriez prendre la parole pour expliquer votre question. Oui, ben en fait, là, on voit que dans plusieurs matières, c'est difficile de s'approvisionner. Donc, la demande est plus forte que l'offre, visiblement. Donc, est-ce que, par exemple, c'est parce qu'il y a plusieurs projets de construction qui ne se feront pas, comme on va retrouver, en raison de l'augmentation du prix ou des délais, qu'on va retrouver un équilibre, ou si présentement, dans les différentes industries, vous voyez qu'il y a des investissements importants pour augmenter la capacité de fournir, finalement, la capacité de l'offre de matière. Donc, c'est la demande qui va diminuer ou c'est l'offre qui va augmenter? C'est ça la question. Honnêtement, je ne serais pas en mesure de parler. Je ne sais pas répondre. Jean-Louis, si tu veux, je ne sais pas si tu as une réponse par rapport à ça. Tu es sur mute. Oui. Sur les matières premières, je n'ai pas vraiment de réponse parce que les capacités sont assez stables, on dirait. Par contre, moi, c'est plutôt sur les composants. Je vois qu'il y a une transformation une transition entre on achetait avant tout en Chine des composants, puis on les assemblait au Québec. Maintenant, on se met une ceinture de sécurité en faisant faire des composants et l'assemblage, c'est-à-dire des sous-ensembles testés déjà prêts au Québec. C'est-à-dire, au lieu d'acheter des composants, maintenant, on achète des sous-ensembles testés localement. C'est plus ça l'évolution que je vois, mais sur les matières premières, non, pas trop de réponse. Parce que sur les matières premières, ce que j'ai pu lire et pu comprendre, c'est si on prend l'acier, 70% de l'acier qui est consommé en sol nord-américain est produit en sol nord-américain. C'est le 30% qui fait mal, qui vient de l'Asie en tant que telle. Donc, il y a eu un ralentissement. Oui, la demande a été là. Les gouvernements ont investi pour stimuler l'économie. Par contre, écoutez, quand on a une capacité de X par semaine, puis il nous manque 75% de notre personnel, ben, ça fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de pouvoir rencontrer les volumes. Donc, c'est plus cet élément de pénurie-là, je vous dirais, artificielle, si vous me prêtez l'expression, qui fait en sorte qu'il y a un débalancement au niveau de l'offre et la demande. Et ce qui va avoir un retour à l'équilibre, Jimmy, dans une de dans ses slides, va parler de l'Organisation mondiale du commerce et du Fonds monétaire international qui, eux, prévoient un retour du balancier en 2023 en tant que tel. Donc, oui, il devrait avoir un retour à l'équilibre qui ferait en sorte qu'on devrait revenir à la normalité qu'on a connue. Mais écoutez, j'ai pas de boule de cristal présentement et
Et je pense que c'est un peu prématuré de vous donner une réponse précise, vu qu'on est encore dans cette fâcheuse position-là qui est la pandémie. Là. Je ne sais pas si, M. Brassard, on aurait répondu en partie ou en totalité de votre réponse, mais n'hésitez pas à utiliser encore le chat. Merci beaucoup pour votre question. Donc, on parlait tantôt fait plaisir, M. Brassard, on parlait tantôt que les organisations qui ont utilisé leur chaîne d'approvisionnement s'en sortent mieux. Je vous donnais l'exemple de Garaga. Il y a d'autres exemples aussi de PME qui ont cru en leur chaîne d'approvisionnement, qui ont investi dans leur chaîne d'approvisionnement. Et quand on parle d'investir, ce n'est pas c'est en termes de développement du capital humain, de renforcer ses activités au niveau chaîne d'approvisionnement. Justement, pour faire un lien avec la question de M. Brassard, le changement drastique de la gestion de la demande entre les B2B et les B2C. Et c'est incroyable qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça a dû amener nos organisations à réagir et à se repositionner parce que le terme se réinventer est un peu galvaudé, là, mais se repositionner dans leur marché. Ce qui a amené certaines organisations à revoir leur modèle d'affaires quasi de A à Z. Je pense juste à une compagnie alimentaire qui s'appelle Sysco. Sysco, c'est une compagnie qui distribue au niveau des institutions, au niveau des restaurants et ainsi de suite, qui a ouvert une plateforme web pour vendre à monsieur, madame, tout le monde. Donc, vous voyez un peu le modèle qui s'est créé. Et dans le contexte actuel, mais tous les beaux principes qu'on connaissait, bon, je suis un petit gars qui vient de l'aéronautique, mais ça s'applique à tous les secteurs d'activité. Et quand on parlait de just in time, de juste à temps, là, présentement, on est passé d'un modèle de juste à temps à juste au cas où. Fait que, il y a une augmentation au niveau des inventaires, il y a une augmentation au niveau des produits finis, et ainsi de suite, pour être sûr pour être en meilleure posture pour pouvoir livrer les livrables qu'on a à nos clients. Écoutez, les impacts, bon, ben les impacts directs, on les connaît, les coûts. Vous voyez ici, je n'ai pas mis des prix, OK? Parce que on fait beaucoup une distinction entre prix et coût. Donc, les coûts, on en a parlé, les délais, la qualité, les inventaires qui augmentent, donc c'est un impact sur l'élément financier. Écoutez, quand on parle de coûts, je me plais à dire, puis je ne pense pas que je suis seul à l'utiliser, l'indice COVID. Là. Comme j'ai déjà dit antérieurement dans un autre webinaire, pardon, il va y avoir une fin à cette pandémie-là et les acheteurs ont une bonne mémoire. Ouais. Donc, oui, il y a des coûts, mais il y a des coûts plus. Donc, et à l'inverse aussi, les compagnies ont quand même des bonnes mémoires. Donc, quand on parle de coûts, délai, qualité et inventaire, mais aussi les causes, l'économie mondiale a été mise en pause. Il y a eu une fermeture des frontières. Dans certains cas, est-ce qu'il y a eu du protectionnisme temporaire quand on parle de certains pays qui ont ralenti leurs exportations pour être en mesure de subvenir à leurs propres besoins internes? Pénurie de main-d'œuvre. Bon, il faut la voir en deux angles, cette pénurie de main-d'œuvre-là. Il y avait une pénurie pré-pandémie qui était déjà existante. Et là, pendant la pandémie, certaines personnes RH me disaient enfin, ça va créer un nouveau bassin de gens disponibles dans le marché parce que malheureusement, ils vont perdre leur emploi et ainsi de suite. Ben, écoutez, je ne sais pas, là, puis je ne voudrais pas nécessairement bloquer le webinaire, mais à main levée, là, ceux qui étaient en recrutement intensif, je ne sais pas si vous avez comblé tous vos postes d'une shot, là. Ce qui m'étonnerait beaucoup, là. Donc, la pénurie est encore là, est encore bien visible. Puis quand je disais qu'il faut l'avoir ça sur une deuxième angle, ben, écoutez, en lien avec les coûts, en lien avec les délais, mais quand tu es en mesure d'avoir 100 employés semaine, puis là, tu
te ramasses avec 30, 40, 50, parce que malheureusement, le restant de ton bassin d'employés a été malheureusement atteint de la COVID, mais ça a un impact sur les opérations. Donc, puis Jimmy va en parler tantôt, le débalancement au niveau de la logistique de transport. Il y a des éléments hyper intéressants que M. Cardin me fait part, débalancement des containers, le manque de containers, et ainsi de suite. Donc, Jimmy va avoir plus d'informations à vous partager à ce niveau-là. Sur ce, justement, Jimmy, c'est à toi. Merci, Réal. Bienvenue tout le monde. Je vais parler pendant quelques minutes des impacts que toute la période de COVID a eu jusqu'à date sur l'échelle mondiale reliée à la logistique du transport. Pour quelqu'un d'assez vieux comme moi qui a vécu quelques décennies dans l'industrie et plus, autant du côté manufacturier, c'est chez un grand fabricant manufacturier, Bell Hélicoptère pas le nommer, et maintenant depuis 6 ans avec Bolloré Logistique, j'ai du jamais vu dans toute ma carrière, puis ça l'est sûrement pour beaucoup d'entre vous. C'est un peu particulier ce qu'on vit. Bolloré Logistique est un des 10 plus gros transitaires cargo sur la planète. Alors, on génère avec à peu près de 20 milliards, 30 milliards de chiffre d'affaires, c'est assez énorme. Et puis, on a une analyse qui est faite, le siège social est à Paris. Ce que je vais partager avec vous est un peu un portrait qui date du mois d'avril. Les dernières analyses de mai ont rentré récemment, puis ça va pas en s'améliorant. Alors, ben, c'est vraiment, on est tous finalement victimes de cette situation-là. Qui fait suite à un cheminement et un amoncellement de problèmes. Présentement, c'est la reprise des plus fortes que l'économie mondiale en 2021. Fait que il y a vraiment une situation où la demande augmente. C'est comme ça. Les personnes s'en plaignent comme telles. Par contre, c'est vraiment particulier, excusez, parce que ça a créé naturellement une pénurie. On voit ça de façon assez grande. Peux-tu agrandir un petit peu plus, Réal, s'il vous plaît, la slide? Tu me demandes de quoi, là? Je n'ai pas l'original devant moi. OK. Je vais me rapprocher. Je pense qu'on va contrôle. Pardon? Tu pèses sur contrôle avec la roulette de la souris. On va grandir. Oh! Parfait, excellent. Oh, ça. Okay. Alors ça, c'est jouer le chiffre 6, là, c'est bien. un petit peu moins. OK, hop, revient. Agrandir, parfait. Okay, alors, bon, merci beaucoup. Donc, c'est ça, il y a une croissance qui est prévue en 2021, puis aussi en 2022. On est vraiment dans un trend, si on veut utiliser l'expression, qui est une tendance qui est positive. Par contre, on dirait que au niveau du fret international, mon opinion personnelle, c'est que certains transporteurs importants maritimes, puis maintenant aériens, qui profitent de cette croissance-là en limitant l'espace. Ce qui est venu s'ajouter aussi, qui n'était pas vraiment prévu, c'est que les fabricants de conteneurs maritimes ont complètement arrêté leur production au printemps 2020 et n'ont pas repris la construction de conteneurs maritimes jusqu'au début de cette année. Fait qu'il y a eu un manque d'environ près de 1,5 million de conteneurs maritimes sur la planète au moment où l'économie repartait. Et quand l'économie a reparti, les flux majeurs étaient, comme vous pouvez l'imaginer, de l'Asie vers l'Europe et de l'Asie vers l'Amérique. Par contre, à l'inverse, les biens et services ne rencontraient pas cette demande-là. Donc, il y avait un déficit commercial au niveau des exportations, ce qui a fait que si vous combinez un manque
de volume pour retourner en Asie, avec un manque de conteneurs, ça fait que les lignes maritimes ont réduit le nombre, ce qu'on appelle de flux d'export, le nombre de bateaux, la capacité cargo. Et avec le manque de conteneurs, ben, il y a même des exportateurs chinois ou ailleurs qui n'avaient pas de conteneurs maritimes pour envoyer les marchandises. Fait que tout d'un coup, les prix ont triplé, plus que doublé, même jusqu'à tripler dans certains cas, parce que au moment où je vous parle, nous, on le vit avec nos clients actuels, puis il y a des gros clients là-dedans, là, je parle des Airbus et autres. On est dans un cas où le client va payer jusqu'à 3 000 $ premium de plus. Déjà que le conteneur, ce qu'on payait 3 200, 3 300 comme conteneur maritime en janvier ou en décembre 2019, et le même conteneur aujourd'hui coûte près de 8 000 $ et plus. Si vous voulez payer un premium de 3 000 $ et plus, vous avez peut-être à ce moment-là une garantie d'espace sur le prochain navire. Mais ce n'est pas garanti à 100%. C'est ça qui est particulier. Et on a vu des filets de camions qui attendent pour entrer dans les ports maritimes asiatiques pour charger les conteneurs. Donc, les voies maritimes commerciales sont affectées par cet incident du canal du Suez. On en parlait tantôt. Il n'y a pas eu de changement fondamental dans cette capacité-là au niveau du fret aérien. Puis des traversées sont annulées présentement. C'est ce qu'on voit aussi. Ce matin, je voyais qu'on a eu l'analyse de Corpo du mois de mai, puis ça ne va pas mieux. On ne prévoit pas une capacité de rencontrer les besoins en conteneurs d'ici au moins 3 mois. On vit en ce moment, vous êtes peut-être familier avec l'expression peak season. Là. On est dans un peak season, une saison de pointe là, au niveau des tarifs qui est constante. Il n'y a rien à la baisse. D'habitude, après des pointes, on voit une baisse, un retour à la normale. Ce n'est pas le cas en ce moment. Prochaine slide. Fait que ça, ces chiffres-là déjà du mois dernier, en 2021, en avril, fait qu'on voit que l'économie reprend en ce moment au niveau global, au niveau des économies avancées, électronique, manufacturing, ainsi de suite. Puis également des pays émergents, des continents émergents, il y a une demande de croissance qui est là. Fait que, généralement parlant, on voit qu'il y a un impact positif au niveau des échanges commerciaux, mais on a vraiment, nous autres, au niveau logistique, on s'aperçoit que il y a un maillon de la chaîne de l'approvisionnement qui est la portion de transport logistique qui, encore une fois, c'est mon opinion personnelle, mais qui me paraît évident que soit ça a été très mal planifié ou pas en accordance avec ce qu'on entendait dire et ce qu'on voyait qui se faisait, et où également c'est une possibilité pour ces transporteurs-là de profiter excusez l'expression, de la manne qui passe. Parce que c'est la même chose au niveau aérien. On voit des croissances de tarification assez impressionnantes qui est du jamais. On avait discuté lors de la dernière séance du ratio coût maritime / coût aérien. Tu sais, le ratio, c'était quoi déjà le ratio en termes de coût? Bien, au niveau entre le maritime et l'aérien, il y a quand même un gros ratio qui existe présentement, malgré que les deux modes de transport, je dirais plus, ont atteint presque plus que le double de la tarification normale. Mais actuellement, beaucoup d'importateurs vont choisir le mode aérien parce que au niveau maritime, il y a beaucoup d'incertitudes. J'ai un gros client en ce moment qui est en croissance verticale à 90 degrés. Puis il vend plus de produits finis qui peut avoir ses produits pour fabriquer ces mêmes produits finis-là. Fait que puis il nous utilise comme transitaire international, et tout ce qui fait venir au moment où je vous parle vient par avion, peu importe le poids. Parce que tu en as parlé, Réal, puis Jean-Louis va en parler aussi, mais la planification stratégique
a été dépassé par la popularité du produit. Fait que le client s'est retrouvé dans une situation où il n'est pas capable de planifier, et ainsi de suite. Fait que les coûts de transport deviennent à ce moment-là un élément, si on veut, imprévisible pour cet importateur-là, parce qu'il ne prévoyait pas naturellement dépenser autant au niveau transport. Puis en plus, tomber dans le produit est super populaire, mais on tombe dans il y a des fournisseurs étrangers, puis on tombe dans une période qui est crise importante au niveau transport international. Et quand tu parlais de planification stratégique, selon une question qui était au sondage, à savoir si la planification stratégique de l'organisation, à quel niveau le département était impliqué, ben, Ouais. les gens qui ont répondu au sondage ont dit qu'à 30%, la chaîne d'approvisionnement était informée et qu'à 60%, le département achat semblait impliqué dans la planification. Ce que je trouve encourageant, soit dit en passant, mais le pourcentage devrait être un petit peu plus élevé dans une optique, comme tu disais tantôt, au niveau de la planification globale, dont la planification logistique, qui est toujours un élément qui semble être oublié. Je conseillerais personnellement à tous les participants de s'assurer d'impliquer leur département de transport ou leur transitaire international. Je parle majoritairement pour les imports internationaux, de les inclure dans leur planification stratégique au niveau planification chaîne d'approvisionnement. Parce qu'au niveau production et ainsi de suite, puis Jean-Louis va en parler, c'est hyper important pour les raisons qu'on parle en ce moment. La géopolitique au niveau logistique transport prend de plus en plus d'importance. Les relations ne vont pas très bien entre la Chine et le Canada. À quelque part dans la chaîne, pour avoir été en Chine 6 fois, là, je sais que ça part d'en haut, puis à un moment donné, ça descend, puis ça influence toutes les perceptions et les façons de faire. Mon ancien employeur, on avait des marchandises qui venaient du sud de l'Inde. Personne ne nous avait impliqués au niveau transport. Il y a eu un impact parce qu'on découvrait les gens des approvisionnements découvraient les problématiques géologistiques dans cette partie du monde. Fait que c'est très important d'impliquer l'aspect transport, de vérifier est-ce que ça va bien, y a-t-il des problèmes au niveau exportation là-bas, les routes, le temps de transit, l'approvisionnement au niveau des conteneurs. On vit le problème présentement, mais plus que jamais, c'est hyper important d'impliquer vos gens de transport logistique ou un spécialiste à ce niveau-là. L'autre, OK, parfait. Ouais. Fait que là, on voit la même progression par région mondiale. Fait que c'est un peu, vous allez voir cette présentation, vous allez la recevoir. Alors, ça va être, je ne n'irai pas en détail là-dessus, mais c'est grosso modo, c'est une image qui reflète ce qu'on sait en ce moment. Alors, bon, selon l'OMC, ben, le volume du commerce va augmenter de juste entre 6 et 8 il y a eu des baisses par rapport en 2020. Dans le scénario à la hausse, la production et la diffusion de vaccins, bon, qui accélère, va permettre de reprendre une tendance économique plus rapidement dans le 4e trimestre de cette année. Dans le pire des scénarios, ben écoute, ça ne suit pas la demande à ce moment-là. Pour les pays émergents, ça pourrait être différent. Ce qui inquiète un peu nos analystes corpos au niveau commerce international, c'est la situation en Inde. Au moment où on se parle, il y a beaucoup d'importations qui viennent de cette région-là, de l'Asie, l'Inde, Bangladesh, ainsi de suite. Fait que ça peut avoir un impact économique négatif pour la croissance qui est déjà commencée à ce niveau-là. On voit que actuellement, la tendance de la croissance est tirée par l'Amérique du Nord jusqu'à un niveau de 11,4 %. Puis naturellement, ça l'a aidé, le fait que le gouvernement américain a aidé les gens, les entreprises aux États-Unis pour maintenir les opérations de leurs entreprises. Mais grosso modo, la demande mondiale est quand même satisfaisante en Asie, puis les exportations vont très bien là-bas. Écoute, en Asie, on parle d'à peu près
pas loin je pense que c'était 16% de croissance économique actuellement, du jamais vu, là. Fait que c'est eux qui profitent le plus actuellement de cette tendance-là, au moment où on se parle. Bon, alors ça, je n'irai pas dans le détail, c'est vraiment les tendances au niveau des marchés logistiques, au niveau du air freight, fait que ce qui est en rouge est négatif, ce qui est en vert est en croissance au niveau des flux. On parle des flux ici observés au niveau, dans le mois d'avril, des marchandises entre les continents. Fait que c'est quand même assez, on voit que c'est vraiment l'Amérique là, qui drive le show, comme on dirait pour le moment, là, mais on était dans ce module-là dans le mois d'avril, mais ça change encore ce mois-ci. Je ne sais pas si à ce point-ci, Martine, j'ai perdu le visuel des gens. Je ne sais pas si dans le chat, il y avait des questions. Non, pas d'autres questions. Il y avait des commentaires tout à l'heure sur le coût des containers là, qui étaient d'à peu près 11 500 pour la plupart. Oui. Mais non, rien d'autre, pas pour rien pour le moment. Mais j'encourage les gens vraiment à mettre leurs questions, leurs commentaires dans le chat. Oui. C'est-tu la dernière slide, celle-là, Réal? Je me souviens pas. Honnêtement. Parce que c'est vraiment des slides que vous pourrez regarder plus en détail au niveau des situations graphiques sur le marché mondial. Moi, je dirais en conclusion que, bon, on voit pas d'amélioration réelle d'ici au moins les 2 prochains mois. Les taux continuent à augmenter, les tarifs au niveau maritime aérien. La saison, le peak season va rester encore pour plusieurs semaines, malheureusement. Puis, il y a encore, malheureusement, un shortage au niveau d'un manque d'équipement cargo comme tel. C'est vraiment chronique, c'est vraiment pénible pour plusieurs de nos clients. En tant que transitaire international, nos gens aux opérations sont vraiment tannés là, de passer tout le temps celui qui est transmettre de la mauvaise nouvelle. Puis, parce que la demande reste encore plus élevée que la capacité cargo au moment où on se parle. Fait que tout ce que j'ai à vous dire, c'est soyez patients, soyez conciliants, résilients, puis en même temps, ben écoute, informez-vous sur les situations actuelles afin de mieux planifier puis pour prévenir. Donnez-vous beaucoup de lead time au niveau du planning, là, justement pour couvrir des délais, le manque d'équipement, le temps de transit allongé, ainsi de suite. Excellent. Excusez si je joue un peu avec la présentation. Je voulais juste essayer de retrouver tout le monde. Alors, à ce moment-ci, merci beaucoup. J'ai retrouvé le chat. Même après 1 an avec Teams, Zoom et ainsi de suite, on ne s'habitue pas. Alors, à ce moment-ci, je vais céder la parole à Jean-Louis. On voit, comme dans ton écran, on voit ta présentation, mais on voit que tu as retrouvé le chat, mais nous autres aussi, on voit ton chat. OK. Bon, à ce moment-là... Oui, là, ça vient de partir, oui. Okay. C'est revenu. Non, il est revenu. Ouais. OK. Bon, ben excellent. Je vais te lever la main, Réal. On va faire équipe. Bon, excellent. Excellent. Je ne voulais pas te faire travailler, c'était la fête des mères. Ça me dérange excellent. pas. Donc, Jean-Louis, la parole est à toi. Oui, moi je vais vous parler d'un certain nombre de points importants en relation avec la fonction achat, qui a toujours été considérée comme une fonction plutôt administrative. Et puis je terminerai par la gestion des risques, là, qui a pris toute son importance là, dans les derniers 12-15 mois. Alors, comme je le disais, la fonction achat qui était considérée administrative, donc on passe des commandes et puis l'important c'est d'être livré. Dans de nombreux secteurs, dans les grandes entreprises et puis dans d'autres plus petites entreprises, ça a pris d'une toute autre importance. Et on voit que la fonction achat qui traditionnellement avait des actions sur les coûts, donc on voyait les acheteurs comme des négociateurs, c'est bien plus large que ça. Et donc si on regarde ce graphique-là, c'est qu'on peut avoir des actions sur les coûts avec tout un tas de leviers qu'on pourra éventuellement détailler. Mais il y a également des actions sur le revenu, lorsqu'on peut convertir un fournisseur en client, c'est le cas dans un certain nombre d'industries. On peut avoir des actions sur les CAPEX, donc tous vos investissements
Eh bien, les achats, s'ils sont impliqués très tôt dans les projets d'investissement, on peut avoir une action très significative. Sur le BFR, effectivement, il y a aussi, c'est tout ce qui concerne donc les délais de paiement, les conditions de paiement, les stocks gérés par le fournisseur, etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place. Et puis, des actions sur la valeur. Donc là, c'est les actions avec les fournisseurs pour réduire, faire de l'analyse de la valeur, hein, réduire, par exemple, le nombre de pièces, le poids des pièces, le besoin de matières premières, le poids de l'emballage et les coûts d'emballage, les coûts de transport, comme l'a mentionné Jimmy. Donc, vous voyez, la fonction achat n'est pas seulement une fonction administrative, bien au contraire, et on se rend compte il y a une évolution quand même, parce qu'on voit que dans les recrutements pour la fonction achat, maintenant, on demande quand même un certain nombre de connaissances, que ce soit en finance, connaissances techniques, connaissances sectorielles. Donc, ça évolue. Pas assez vite, à mon avis, dans les PME. Et il faut se rappeler que tous les gains faits en achat vont directement à votre compte de résultat. Donc, tout ce que vous gagnez en achat, c'est un gain immédiat sur votre résultat de l'année. Et bien souvent, on se rend compte que les achats représentent 50% et bien plus dans votre bilan. Et la question qu'il faut se poser, c'est qui gère ces 50% et voire jusqu'à 80%? Qui gère 80% de votre résultat? Et bien souvent, quand vous vous retournez vers votre organisation, vous voyez que c'est juste, il y a une personne qui gère 80% de mon résultat, puis est-ce qu'il est formé? Est-ce qu'il a pensé à la gestion des risques? Est-ce qu'il la personne la plus adaptée à ça? Et bien souvent, la réponse, c'est attention. Donc ça, c'est pour mentionner donc l'impact de la fonction achat sur la performance financière des entreprises. Donc si on passe à la slide suivante. Jean-Louis, si c'est possible de clarifier, c'est quoi l'acronyme BFR? Ah, besoin de fonds de roulement. Donc ça, c'est le cash, voilà, dont vous avez besoin pour fonctionner. Donc tout ce qui est bloqué entre le délai de paiement du fournisseur et du client et tout ce qui est bloqué dans le magasin, dans le stock, tout ça, c'est du cash en moins pour vous pour fonctionner. Alors, si on regarde un peu plus en détail où les coûts inutiles pénètrent dans la chaîne d'approvisionnement, il y a de nombreux endroits, on va le voir. Donc, à chaque étape, vous avez des possibilités de réduire les coûts. Et si vous avez une fonction achat performante et bien intégrée dans l'entreprise, eh bien, vous allez pouvoir adresser tous ces endroits-là. Donc, là où les coûts s'accumulent très rapidement, c'est déjà dans la gestion de la demande. Il n'y a rien qui coûte moins cher que lorsque vous pouvez vous passer du besoin. Donc le gain, il est immédiat, c'est 100%. Donc la gestion de la demande, alors ça peut être en quantité, en qualité, donc ça, on touche aux spécifications. Donc on a tendance à surspécifier les besoins. Donc tout ça, ça a un coût. Donc tout au niveau de la gestion de la demande, des coûts peuvent s'accumuler. Au niveau du sourcing, on a parlé de… Jean-Louis, si tu me permets, même au niveau de la gestion de la demande, un élément aussi qu'on oublie, c'est la gestion de temps aussi au niveau de la gestion de la demande. Est-ce qu'on fait rentrer trop tôt, trop tard, ou est-ce qu'on est à la dernière minute pour commander, et ainsi de suite? Tu sais, je me plais à dire de temps en temps, quand on est acheteur et que la planification nous prend comme support d'urgence, tu appelles le fournisseur, puis quand le fournisseur décroche à l'au bout de la ligne, il ne sait même pas, mais il est déjà en retard parce qu'on va y commander des pièces qui sont en retard. Fait que cet élément-là a aussi des coûts inutiles parce que on sait que faire livrer des choses en urgence, ça a une surprime, un surcoût. Là. Donc, tout à fait. Ensuite, au niveau du sourcing, donc de l'approvisionnement, là, des coûts peuvent s'accumuler, effectivement, si vous n'avez pas les bonnes personnes en place. Donc là, c'est toutes les situations éventuellement de monopole. Alors, ça peut être un monopole de fait, hein, on parlait des spécifications. Parfois, avec seulement la spécification, on se verrouille sur un seul fournisseur pendant 10-15 ans que vous allez vendre vos produits. Donc, au niveau du sourcing, recherche de fournisseurs, trouver les bons fournisseurs. Est-ce qu'il est toujours opportun d'aller en Chine, en Inde plutôt que de rester au Québec? La question doit se poser. Il y a également tous les aspects de est-ce que je dois faire ou faire faire? Est-ce que je garde une partie de ma production, je m'intègre verticalement, ou est-ce que je sors tout et je mets tout sur les ressources externes? Donc tout ça dans le sourcing, il y a des conséquences et les coûts peuvent s'accumuler là aussi. Au niveau du contrat, ça peut être, par exemple, on parle beaucoup de fluctuations dans les prix de matières premières. Si vous n'avez pas de clause justement pour réajuster les coûts en fonction des matières premières, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs,
bien vous pouvez vous trouver dans une situation où vous ne pourrez pas répercuter les hausses alors que votre fournisseur, lui, augmente les prix chaque jour. Donc, au niveau des clauses contractuelles, là, il y a des choses où, si on ne fait pas attention, les coûts peuvent s'accumuler. Au niveau de la commande, on parlait, là, c'est vraiment la fonction administrative des achats. Mais au niveau de la commande, est-ce qu'on a bien vérifié que le prix était correct? Est-ce que à chaque fois qu'on fait une urgence, eh bien, on paye des coûts de transport supplémentaires? Est-ce que les quantités commandées sont correctes pour optimiser justement les fameux coûts de transport? Donc, tout ça, les coûts peuvent s'accumuler à cet endroit-là également. Au niveau du suivi de la performance, là, c'est respect des délais, respect de la qualité. Donc, si vous ne suivez pas ça, vous risquez de suivi des coûts aussi, l'évolution des coûts. Souvent, dans les contrats, on parlait avant les contrats, mais il peut y avoir des clauses d'amélioration continue avec des baisses de coûts chaque année. Eh bien, le suivi de la performance permet de suivre ça. Il y a aussi de l'innovation. Vos fournisseurs peuvent, par contrat, s'obliger à faire des séances d'analyse de la valeur ou des séances d'amélioration continue avec vos équipes. Eh bien, le suivi de la performance permet d'adresser ça. Si vous ne le faites pas, vous allez faire rentrer des coûts supplémentaires induits. Au niveau du paiement, au niveau des paiements, il y a toutes sortes aussi de possibilités de pertes. Est-ce que c'est la double facturation? C'est les coûts non respectés, enfin les prix non respectés. Attention également au risque au niveau des paiements. Plusieurs fois dans les dernières années, moi j'ai vu des faux fournisseurs qui s'inséraient finalement entre votre vrai fournisseur et la facture. Donc vous payez un fournisseur que vous croyiez être le bon et en fait il y avait eu un changement de coordonnées bancaires et on perdait tout ça. Donc au niveau du paiement, il y a beaucoup de choses à faire attention également. Et puis l'amélioration, c'est l'amélioration continue. Donc améliorer tout ce qui est avant là, de façon à réduire les coûts. Donc quand on sait où les coûts peuvent s'accumuler, on y fait plus attention, on met les bonnes personnes en place, les bons processus, et ça permet de réduire les coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Sur un point, avant de passer à la prochaine slide, quand on parle de commandes, s'il vous plaît, messieurs, dames qui sont à l'écoute, évitez de faire parvenir à vos fournisseurs des bons de commande avec un prix à zéro parce que, pour moult raisons, on a toute une bonne raison de faire, mais là, en faisant ça, vous mettez à risque, puis peu importe le risque, même si vous connaissez le fournisseur depuis 10 ans, 15 ans, mais il y a quand même un élément de risque à envoyer un PO à zéro en tant que tel. Okay? Si votre fournisseur n'est pas en mesure de vous donner un prix parce que, encore là, pour des raisons X, Y, Z, mais qui dit non, il faut que tu me passes ta commande pour être en mesure de sécuriser, moi, mon côté, mon approvisionnement, mais je reviendrai au point 2 des flèches qui est le sourcing. Avez-vous le bon fournisseur? Donc, c'est des éléments-là qu'il faut faire attention, mais s'il vous plaît, évitez d'envoyer des bons de commande avec un prix à zéro pour revenir plus tard parce que c'est une carte blanche à la limite que vous offrez à vos fournisseurs. Là. Donc, pardon. Oui, effectivement, là, chacun de ces points de la slide précédente, là, en 30 ans, là, moi j'ai vu un musée des horreurs, là, et donc on pourrait en parler pendant des heures là, de toutes les mauvaises pratiques. Là. Mais j'ai pas tout vu, mais il n'y a plus grand-chose qui me surprend maintenant. Alors, pour justement acheter, faire une fonction qui soit quand même plus performante, il est bon de regarder là, ce diagramme, là, la gestion des dépenses en boucle fermée. Là, vous avez deux types d'actions. Là, vous avez des actions là qui permettent de créer de la valeur. Donc c'est tout ce qui est en vert là. Et puis à l'opposé, vous avez des leviers qui permettent d'éviter la fuite de valeur. Alors on va commencer par la fuite de valeur. Donc tout ce qui est inefficacité dans la chaîne d'appro, les achats non contrôlés par n'importe qui dans l'entreprise et une gestion inefficace des paiements, comme on l'a mentionné avant, tout ça c'est des leviers. Tout ça c'est des causes de fuite de valeur. Donc il faut l'avoir en tête et puis essayer de traiter ces sujets-là. Si on prend les leviers de création de valeur maintenant, c'est un peu la conséquence de ce qu'on a vu avant. L'utilisation des ressources externes, et les ressources externes, c'est les fournisseurs, ne sont pas seulement là pour juste livrer forcément, c'est également des gens qui ont de l'innovation, qui peuvent vous trouver des nouvelles technologies, nouvelles façons, de nouveaux processus de fabrication, etc. Donc, l'utilisation des ressources externes, ça demande d'avoir une relation proche avec ses fournisseurs.
Alors, acheter moins cher, c'est l'application des leviers d'achat qu'on connaît. Donc, c'est les négociations, les quantités, augmenter le volume réellement ou l'augmenter de manière un peu artificielle en faisant des contrats sur une plus grande durée, en consolidant les achats sur un même fournisseur. Acheter moins, on l'a vu, c'est le calcul de la juste demande, optimiser les spécifications, se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter ça? Est-ce qu'on a besoin de l'acheter dans ces quantités-là? Donc, essayer de faire un peu de l'achat et du paiement à la demande, là, plutôt que d'acheter en vrac, en grande quantité. Et puis, tout le reste, là, c'est de l'acheter mieux. Alors, on a vu les leviers de fuite de valeur, les résorber, c'est acheter mieux, mais également transparence totale sur les dépenses, vraiment faire des décompositions de coûts, savoir ce que vous payez en main-d'œuvre, ce que vous payez en matières premières, ce que vous payez en transport. Donc, tout ça, si vous n'avez pas la transparence totale sur les dépenses, eh bien, vous n'adresserez pas les bons sujets dans le bon ordre. Et on l'a mentionné aussi, gestion et suivi dynamique de la performance. Ça passe par la mesure, donc la mise en place d'indicateurs, que ce soit interne, externe. Hein, et puis, si on ne suit pas si on ne mesure pas quelque chose, on aura du mal à le gérer de manière correcte et de pouvoir suivre un peu les variations et suivre l'évolution dans le bon sens. Donc, la slide suivante, c'est justement les indicateurs de performance. Alors, les indicateurs de performance, ils doivent toujours être alignés sur la performance de l'entreprise de toute façon. Donc, vous voyez que si on passe des indicateurs plus tactiques vers ceux plus stratégiques, vous allez commencer par gérer votre base fournisseur. Donc, typiquement, vous allez essayer de trouver les meilleurs fournisseurs, mais d'essayer de diminuer votre base fournisseur et de suivre la performance fournisseur. Donc, c'est toujours en termes de coût, délai et qualité. Donc QCD, mais on oublie bien souvent l'innovation. Vos fournisseurs sont vecteurs d'innovation bien souvent. Et ça, c'est une manne là, dont on se prive bien souvent, notamment dans les grandes entreprises. Ensuite, la performance achat. Donc là, c'est vraiment, il faut distinguer la performance achat et la performance l'impact sur le compte de résultat de la performance achat. Donc, vous pouvez très bien, surtout en ce moment, avoir une matière première qui augmente, mais votre acheteur fait un tellement bon travail qu'il va limiter l'augmentation. Donc, la performance achat ne doit pas seulement être mesurée en termes d'augmentation ou de diminution des coûts. C'est bien plus complexe que ça. La performance achat doit plus s'évaluer en termes d'impact sur le compte de résultat. Et ça va bien au-delà, justement, de mesurer les variations de prix uniquement. Et tout ça doit être aligné, comme on l'a dit, avec la performance de l'entreprise. Souvent, dans ces indicateurs-là qu'on mesure, on omet de mesurer tout ce qui est en lien avec la gestion des risques que l'on va voir à la slide suivante, et où je vais passer un peu plus de temps. La gestion des risques, on l'a vu depuis les 15 derniers mois, là, ça demande de mettre en place une méthodologie bien calibrée, là, qui va permettre d'adresser tous les types de risques dans votre organisation. Et puis, c'est au niveau de la chaîne d'approvisionnement dont on parle aujourd'hui, mais c'est à tous les degrés, à toutes les fonctions de l'entreprise. Et ça, comme l'a mentionné Réal en début de séance, c'est que les PME pensent souvent que la gestion des risques, bon, c'est une affaire de riches, c'est une affaire de grosses entreprises parce que les leviers sont importants, il y a des gros volume et donc tout risque prend des proportions importantes. En fait, c'est pas du tout ça. La gestion des risques doit se faire sur l'ensemble des fonctions, l'ensemble des périmètres. Ça peut être fait sur un pays, ça peut être fait sur une usine, sur une division, etc. Ça peut être fait sur une catégorie d'achat, mais aussi sur une sous-catégorie, sur un certain nombre d'articles qui peuvent être critiques. Si vous avez un ensemble avec des composants électroniques, il suffit d'un seul composant électronique qui vous manque et puis vous êtes incapable de livrer votre produit. Donc tout ça doit être adressé. Ça peut être adressé au niveau des fournisseurs sur l'ensemble de la base fournisseur, mais aussi sur un groupe très ciblé, par exemple, de fournisseurs géographiques. Ça peut être les fournisseurs asiatiques, ça peut être les fournisseurs locaux, ça peut être les fournisseurs d'un certain nombre de catégories. Ça peut être les matières premières, mais les matières premières métalliques, non métalliques, tout est possible en gestion des risques. Il faut bien définir le périmètre avant de faire quoi que ce soit. Et puis, on applique tous les mêmes principes de base, quel que soit le périmètre que vous avez choisi.
Et j'insiste là sur la gestion des risques. On a tendance à oublier ça. Quand on compare les offres, par exemple, des fournisseurs québécois avec celles des Chinois, on omet de prendre en compte la gestion des risques. Ce qui fait que vous comparez des offres sur le prix, donc évidemment le chinois est à un prix inférieur, mais dès que vous allez avoir le premier container qui n'arrive pas au bon port de destination et qu'il faut mettre en place du transport routier, ou toute la cargaison a pris l'humidité, puis vos pièces sont rouillées, ben là, vous avez déjà tué tout l'avantage que vous aviez à aller chercher votre produit en Asie. Donc, il faut le prendre en compte par un certain facteur que vous allez devoir mettre en place. Donc, pour comparer les offres, comparez-les sur le coût réel en prenant en compte la gestion des risques. Alors, pour caractériser un risque, il y a toujours deux facteurs là, qui sont importants. C'est la probabilité d'occurrence et l'impact sur vos activités, sur vos produits. Donc, vous voyez qu'il y a des risques, là, c'est schématisé. Là. Il y a la forte probabilité, mais un faible impact. Donc ça, c'est le fournisseur qui est systématiquement en retard, mais enfin, il est en retard d'une demi-journée. Ça ne vous perturbe pas, vous avez pris ça dans vos calculs, et puis vous pouvez éventuellement lui faire des pénalités, ça c'est pas très grave. Ensuite, vous avez la faible probabilité, faible impact. Bon là, il faut les suivre quand même, parce qu'un risque peut évoluer dans le temps, et donc ce qui était un faible risque en termes de probabilité d'occurrence et d'impact, ben, ça peut changer au fil du temps, comme par exemple, en un an, là j'ai vu la pandémie passer de presque 0 à 2000. Donc il faut prendre ça en compte et le suivre dans le temps. Si on prend les faibles probabilités, fort impact, ça c'est ce qui est devenu les pandémies. Les pandémies, maintenant, on se dit, bah, il y a peu de chances que ça arrive, et l'impact est tellement grand que de toute façon, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, vous avez les fortes probabilités d'occurrence et fort impact. Ça, on pourra le discuter dans la slide qui vient. On peut passer à la slide qui vient. Ce qu'il convient de faire, là, avec une méthodologie bien adaptée, il faut toujours, donc, premièrement, identifier les risques. Ensuite, identifier la probabilité du risque. Ensuite, vous calculez l'impact, essayez de déterminer l'impact. Alors, on essaye toujours de transférer ça en termes monétaires, mais l'impact peut aller au-delà d'un impact monétaire. Et donc, l'impact, ça peut être, j'arrive pas du tout à livrer, ou je vais livrer moins, je vais livrer en retard, ou je vais arrêter mes opérations carrément. Donc, il y a tous les niveaux de risque. Et vous avez toujours des risques très différents. Il y a des risques financiers, des risques qualité produit, des risques d'image. Vous avez toutes sortes de risques qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc, quand vous avez une méthodologie qui permet d'avoir une liste exhaustive des risques, eh bien, c'est comme une checklist qu'on a. Ça vous permet d'adresser tout ça. Donc, ensuite, ce que vous devez, donc c'est une combinaison donc, de la probabilité d'occurrence et de l'impact. Et vous devez également comparer ça au niveau de contrôle que vous avez sur ces risques. Il y a un certain nombre de choses que vous faites de manière intuitive. Le risque qualité, par exemple, souvent, il est très bien adressé. Donc, on met en place des murs qualité, on fait un certain nombre de choses. Mais quand c'est des risques un peu plus moins palpables ou qui étaient moins palpables jusqu'à il y a quelques mois, eh bien, ce contrôle du risque est assez diffus là, et pas forcément au bon endroit dans la société. Donc, si on regarde ce tableau, là, cette matrice, bon. Les risques faibles, ça, on l'a mentionné, il faut faire un suivi du profil de risque dans le temps. Et puis, gérer les événements à la demande. Donc, comme j'ai mentionné, c'est le fournisseur qui vous livre systématiquement avec 2 ou 3 pièces défectueuses ou qui vous livre systématiquement en retard. Bon, c'est pas très grave, vous vivez avec ça facilement. Ensuite, si on augmente la probabilité d'occurrence de ça, par exemple, eh bien, ça devient très irritant. Ça, c'est le fournisseur qui vous embête souvent. Donc là, vous allez lui mettre des clauses de pénalité, par exemple. Je sais qu'on ne vit pas des pénalités. Vous n'allez pas arranger votre bilan d'exploitation, votre compte d'exploitation avec les pénalités, mais ça permet quand même de mettre la pression sur le fournisseur et de lui faire mal, si on peut. Donc ça doit être dans les contrats. Ensuite, vous pouvez faire du développement de fournisseurs aussi. Donc, développement de fournisseurs, c'est mettre à disposition du fournisseur un certain nombre de ressources que vous avez pour le développer et régler ses problèmes de qualité, de délai, de planification, d'approvisionnement de matières premières, par exemple. Ça se fait beaucoup. Vous pouvez couvrir ça par des couvertures de change.
D'accord? Donc, un risque qu'on peut, OK, on se met des couvertures de change, on met des stocks de sécurité hors ligne chez le fournisseur. Vous pouvez transférer le risque, ça c'est une assurance. Donc, quand vous avez un risque qui n'est pas, la conséquence n'est pas très élevée, en général les assurances ne sont pas très chères et donc vous pouvez transférer le risque à un assureur. Si on passe au risque catastrophique, le catastrophique, là en général, donc un exemple de risque catastrophique, c'est l'incendie dans une partie de votre usine, c'est l'arrêt d'une ligne pour une inondation, c'est un fournisseur qui fait défaut et on ne l'a pas vu venir, c'est ce genre de choses. Donc, dans ce cadran-là, vous allez devoir faire une planification et donc avoir quelqu'un qui va être propriétaire du risque. Là. Chacun doit être, dans votre entreprise, là, chaque risque doit avoir un propriétaire qui le suit et qui s'en occupe. Donc, dans ce cas-là, c'est la planification pour assurer la continuité d'approvisionnement. Donc, ça peut être des stocks de sécurité, mais ça peut aussi être un fournisseur alternatif. Séparer les approvisionnements en deux entre deux fournisseurs dans des zones géographiques différentes, par exemple. Donc là, il vous faut développer des plans de contingence adaptés aussi, c'est une solution. Donc, si cette partie-là de mon usine devient inopérante, eh bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un accord avec un fournisseur pour délester chez lui? Est-ce que j'ai un accord avec un entrepôt pour pouvoir me réorganiser, etc. Donc ça, c'est les risques catastrophiques, faible probabilité d'occurrence, mais impact quand même élevé. Donc ça, ceux-là, il faut les prendre vraiment au sérieux. Ensuite, quand vous avez les risques élevés, il y avait une question, non. Les risques élevés et forte probabilité d'occurrence, là, c'est ceux-là, ils doivent être, je dirais, gérés, ces risques-là, au plus haut niveau de votre entreprise. C'est probablement le CEO ou quelqu'un de vraiment dédié qui doit prendre en compte ce risque, reporter sur ce risque régulièrement, s'assurer que les plans sont en place pour pouvoir y faire face le cas échéant. Donc là, on parle de développement de fournisseurs, donc c'est vraiment faire en sorte que un risque élevé, par exemple, c'est vous commencez une nouvelle fabrication avec un nouveau fournisseur qui a une nouvelle technologie. Bon, la probabilité que les choses se passent mal sont élevées et puis le risque est tellement élevé que vous ne pourrez pas livrer le produit prévu. Donc là, il faut vraiment faire du développement fournisseur, avoir un fournisseur alternatif éventuellement, si c'est possible, mais souvent les nouvelles technologies sont brevetées, il y a un fournisseur seul qui l'a. Donc dans ce cas-là, vous pouvez faire des alliances avec le dit fournisseur, être traité comme un client préféré. Si vous impliquez votre fournisseur très en amont dans les équipes de développement, là, vous allez diminuer les risques parce que chacun va apprendre de l'autre, chacun va apprendre des produits de l'autre et du secteur concerné, des secteurs concernés. Donc, plus vous inviterez vos fournisseurs dans les équipes de développement, plutôt dans les projets, eh bien, vous allez pouvoir diminuer ce risque. Le summum de la réduction de risque dans ce cas-là, c'est l'intégration verticale. C'est-à-dire, vous ne voulez pas prendre de risque avec un fournisseur, eh bien, vous intégrez, vous achetez carrément le fournisseur et vous vous intégrez verticalement sur ces technologies. Donc, vous voyez que tous ces risques-là doivent être, ont des causes et des impacts différents et un niveau de contrôle demandé différent. Donc, il faut vraiment avoir une méthodologie très structurée et déjà éprouvée à mettre en place pour arriver à ce niveau de contrôle. Donc, et ne pensez pas que faire du stock de sécurité, ça va régler tous les problèmes de tous les risques. Ce n'est pas du tout ça qu'il faut avoir en tête. Et alors, comme je le mentionnais en début de séance, ce qu'on voit dans les PME et dans les plus grandes entreprises au Québec en ce moment, c'est un transfert entre acheter les composants en Inde, en Chine, et les assembler ici, comme les composants sont plus chers au Québec, eh bien, on demande un peu plus de valeur ajoutée et on demande aux fournisseurs de faire des ensembles, des sous-ensembles déjà testés. Donc, par exemple, au lieu d'acheter des pièces mécaniques, par exemple, qu'on achetait en Inde ou en Chine, on continue d'en acheter un certain nombre, mais on prévoit un deuxième fournisseur au Québec qui, lui, va faire sa mécanique, mais également va ajouter dessus un certain nombre de composants comme du câblage, monter éventuellement des cartes électroniques, et puis dans le cas le plus avancé de développement fournisseur en termes de sous-ensemble, c'est charger du software dessus et le tester complètement. D'accord ? Donc, la tendance pour les sous-traitants au Québec, c'est de devenir des fabricants
de sous-ensembles testés pour les plus grandes compagnies. Et ça, c'est quelque chose qu'on demandait depuis des années. Là, moi, quand j'étais dans les grandes entreprises, on demandait ça depuis des années, ça ne se faisait pas, mais la pandémie a fait le travail pour nous, là. D'un seul coup, on se rend compte que ça permet vraiment de diminuer les risques à tous les niveaux, que ce soit les risques de transport dont qu'on a mentionné avant, mais aussi les risques qualité. Et puis, ça permet également aux fournisseurs d'augmenter sa valeur ajoutée sur un produit, vendre des produits plus technologiques, plus élaborés, et ça augmente également, je dirais, le besoin de main-d'œuvre qualifiée. Voilà. Donc, tout bénéfice pour le Québec et pour les entreprises du Québec. On a une Excellent. question. Oui. Une question, Réal, je ne sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu. Tu ne vois pas le chat encore. Hein? Ben, Christian Deshaies qui dit « Vous avez parlé d'indicateurs de performance au niveau achat fournisseur. J'aimerais connaître les différents indicateurs les plus souvent suivis, s'il vous plaît. » Ben, pour les fournisseurs, c'est toujours qualité. Hein, c'est donc le nombre de pièces défectueuses par rapport au nombre de pièces livrées. C'est le nombre de livraisons défectueuses. Donc ça, c'est combien de livraisons 100% bonnes par rapport au nombre de livraisons. Donc ça, c'est la différence entre celui qui embête souvent et celui qui embête beaucoup. Ça peut être également… Expédiate, hein? Les délais. Donc les délais, c'est un délai qualité. Les coûts, c'est celui qui vous répercute sans sourciller toutes les augmentations de matières premières. Donc il y a un certain nombre, alors ça, on revient un peu au contrat avant, mais il faut suivre ça absolument, l'évolution du coût dans le temps. Donc en général, on suit ça sur 2-3 ans, voire plus. Les autres indicateurs, ça va être des indicateurs d'innovation, on a dit. Donc là, c'est le nombre de suggestions qui ont porté leurs fruits. Ça peut être ça. Donc on travaille avec des fournisseurs, ça peut être le nombre d'heures de co-développement, ça peut être, il y a tout un tas de choses à mesurer au-delà du QCD traditionnel, hein, coût, qualité, délai. On va bien au-delà de ça. J'ajouterais l'élément contractuel, l'élément de gestion de contrat. Si on demande à nos fournisseurs de garder des inventaires pour nous et qu'ils l'acceptent, oui, ça va avec le QDC traditionnel, mais quand arrive une livraison rapide, je m'attends à ce que le fournisseur soit en mesure de me livrer s'il respecte sa part de contrat. Donc, il techniquement devrait avoir des inventaires pour nous, dépendamment de son emplacement géographique. S'il est en mesure de me fournir dans 24-48 heures, en cas d'urgence, ça pourrait être des indicateurs clés de performance qu'on pourrait amener. Mais il y a une chose, merci beaucoup Jean-Louis, mais il y a une chose qu'il faut aussi faut prendre en considération. Quand on se fait appeler et on se fait demander de déployer les meilleures pratiques d'affaires dans les organisations, je me plais toujours à dire non, on n'est pas en mesure de le faire. Par contre, pourquoi? Parce que la chaîne d'approvisionnement, excusez l'anglicisme que je vais employer, mais la chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas un one size fit all. Okay? Chaque chaîne d'approvisionnement est individuelle à l'organisation, est personnalisée à l'organisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer ensemble vos meilleures pratiques d'affaires en lien avec le créneau que vous desservez. Donc, au niveau des indicateurs clés de performance, comme on a déjà parlé avec Martine quand on a travaillé sur le webinaire, ces éléments de performance-là, d'évaluer un département d'approvisionnement par des indicateurs clés de performance, des indicateurs clés de performance chez des fournisseurs, ça pourrait faire l'œuvre d'un webinaire en tant que tel, juste cette partie-là, parce qu'il y a tellement de possibilités, mais je ne suis pas le premier à vous dire ça et je ne serai pas le dernier. Il faut que vos indicateurs de performance fassent sens à votre organisation. Avoir un tableau de bord de 20 indicateurs, 40 indicateurs, puis qu'on ne les adresse pas ou on n'a pas d'action corrective en lien avec ces indicateurs de performance-là, je me poserais la question à savoir pourquoi on a des indicateurs de performance. Et juste pour finir sur la portion de Jean-Louis, quand on parlait de gestion de risque, bien, quand on parle de gestion de stratégie de chaîne d'approvisionnement,
comme je vous ai dit d'entrée de jeu, il y a présentement 38% des gens qui ont répondu au sondage qui ont mis en place une stratégie gestion de la chaîne d'approvisionnement dans les 12 derniers mois et 32% n'ont jamais mis en place de stratégie de chaîne d'approvisionnement. Quand on parle de stratégie de chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas nécessairement un lien direct avec un programme de réduction de coûts, réduction d'inventaire ou ainsi de suite. Une stratégie de chaîne d'approvisionnement prend en compte aussi la gestion de risque que Jean-Louis vient de nous entretenir. Puis, votre gestion de risque, encore, va être en lien avec le type d'industrie dans lequel vous êtes. Donc, l'importance de la chaîne d'approvisionnement. Écoutez, des statistiques qui viennent de Statistique Canada, fabrication de produits en 1950, il y a 85% qui étaient fabriqués, il y a 15% qui étaient achetés. Et Jean-Louis m'a un peu spoilé tantôt, mais c'est correct. Ça fait partie du jeu. En 2015, 62% d'un produit était fabriqué contre 38% en achat. Donc, si on prend une médiane, juste pour des fins de compréhension, comme Jean-Louis disait précédemment, 50% d'un produit ou 50% de votre chiffre d'affaires, ben, il y a deux questions qui se posent, puis Jean-Louis les a posées tantôt. Un, qui gère 50% de votre business? Puis deux, comment est géré 50% de votre business? Et dépendamment dans quel créneau d'activité vous êtes, si vous êtes dans le détail, mais ça peut aller jusqu'à 80-85% de votre business, qui est une business d'achat en tant que tel. Donc, posez-vous la question à savoir comment est géré 50% de mon entreprise et qui gère 50% de mon entreprise. L'impact sur l'élément financier, bon, je sais qu'il doit sûrement y avoir des comptables à l'écoute, mais une pièce économisée aux achats, c'est une pièce directement en profit net. Okay? Je sais qu'il y a certaines entités européennes qui budgétisent leur réduction de coûts sur des plans triennales. Pourquoi? Parce que les sommes recueillies provenant de leur saine gestion de la chaîne d'approvisionnement vont être réutilisées dans l'organisation, soit pour réduire les coûts d'investissement provenant d'investissements banquiers, actionnaires ou ainsi de suite. Donc, ces éléments-là font partie intégrante d'une saine gestion de la chaîne d'approvisionnement. Écoutez, on en parlait tantôt, je vais passer rapidement. Si on a des ventes de 2 millions avec des achats de 1,6 million, bon, ben, écoutez, on dégage un profit net de 150 000, donc 7,5 %. Si on fait juste réduire le poste d'achat, donc de réduire les coûts de 5 %, et soit dit en passant, pour ceux qui n'ont jamais fait de stratégie de réduction de coûts, OK, je vous le dis, si c'est bien fait, 5 % c'est facile à aller chercher. OK? Mais attendez-vous pas d'aller chercher 5 % à chaque année, parce que là, il va falloir passer à un autre niveau au niveau de votre chaîne d'approvisionnement. Donc, si on va juste chercher un 5 % en réduction de coûts, OK? Donc, on diminue, on va augmenter, pardon, la profitabilité nette à 230 000 $ sur le tableau précédent. Pour avoir le même impact via les ventes, il faut vendre 50 % de plus. Donc, l'élément de gestion d'efforts, écoutez, je pense que les chiffres le mentionnent là. Et encore là, chaque industrie est différente, chaque compagnie est différente. Mais il y a beaucoup d'assainissement à faire dans les chaînes d'approvisionnement de nos PME québécoises. Écoutez, l'importance de la chaîne d'approvisionnement, la fonction achat-approvisionnement dans l'entreprise se déplace de plus en plus vers le haut des organigrammes. On le voit de plus en plus, les acheteurs se rapportent au directeur général, même dans certains cas, se rapportent directement au président parce qu'il y a une prise de conscience qui est faite à ce niveau-là. Les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus impliquées dans la gestion stratégique des entreprises et à ce niveau, écoutez, lors du sondage qu'on vous a fait parvenir, je suis agréablement surpris de voir que 64%
Pardon, je vais juste... ouais, non, c'est ça. 60% des entreprises font participer leur chaîne d'approvisionnement dans les stratégies de l'organisation. Donc, c'est quand même intéressant de voir que la chaîne d'approvisionnement est de plus en plus considérée et vue de plus en plus stratégique qu'opérationnelle. Parce que, écoutez, il ne faut pas se le cacher avec ce qu'on vit présentement, et oui, la pandémie, mais l'évolution informatique dans laquelle on vit là, l'évolution de l'intelligence artificielle, des acheteurs opérationnels, il va en avoir de moins en moins. Donc, pourquoi? Parce que les systèmes vont faire les opérations manuelles que les acheteurs font. Donc, vos acheteurs vont se devoir de développer une mentalité plus stratégique pour être en support à votre organisation. On parle, Jean-Louis en a parlé un peu tantôt, transfert de responsabilité des chaînes d'approvisionnement de vos clients vers vos organisations. De plus en plus, les multinationales, vos clients importants se déresponsabilisent de leur chaîne d'approvisionnement et ont tendance à vous remettre ça chez vous dans vos chaînes d'approvisionnement. Donc, les questions se posent à savoir, êtes-vous agile pour recevoir ce transfert de responsabilité-là? Avez-vous la maturité pour recevoir ce transfert de responsabilité-là? Puis, certaines entreprises m'ont carrément indiqué en me disant, Montréal, moi, je m'occupe de vendre ça à mon client, puis ça s'arrête là, puis s'il n'est pas content, sauf que on dit toujours ça, mais dites-vous bien, qui achète chez vous? C'est un acheteur. Donc, cet acheteur-là a des objectifs, a des paramètres, a des résultats à amener à son organisation. Donc, si vous décidez, puis la décision vous appartient, mais si vous décidez de ne pas recevoir de ne pas recevoir ce transfert-là de vos donneurs d'ordre, ben écoutez, il y a deux possibilités. Soit que vous allez devenir un fournisseur de votre compétiteur, ou soit vos activités chez ce client-là vont réduire parce que lui, il a décidé de transférer en partie ou en totalité sa chaîne d'approvisionnement, au même titre que Jean-Louis disait tantôt, où on va dans une optique d'acheter plus en plus de composantes finies où notre niveau d'activité va être réduit à son strict minimum ou en lien avec notre, excusez l'anglicisme encore, mais notre core business, OK, que d'acheter des pièces détail et de l'assembler. Je ne passerai pas encore sur le point de gestion de risque, mais c'est un élément qu'il faut considérer. Puis, considérer la gestion de risque en lien avec vos activités, en lien avec votre domaine, en lien avec votre zone géographique. Une gestion de risque peut être un arrêt temporaire de CN. La gestion de risque peut être un élément de grève ou lockout. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ces éléments-là? Une gestion de risque, malheureusement, je ne me souviens plus du nom du volcan qui a fait éruption là, à peu près une dizaine d'années, où le transport aérien a été réduit en tant que tel. Là. Donc, c'est une gestion de risque, disons, sans conséquences sur la vie humaine, mais qui a des conséquences sur les opérations. Et on parlait de développement de sources alternatives dans des pays à faible coût. Quand les gens nous appellent et nous disent « Réal, il faut réduire nos coûts, je vais aller en low cost, je vais aller en low cost. » OK, d'accord, mais j'ai 5 questions à vous poser. Si vous répondez oui à ces 5 questions-là, ben on va regarder la faisabilité d'aller en low cost. Puis les 5 questions, c'est 1, on a-tu le bon produit? On a-tu le bon volume? On a-tu le cash flow? Parce que dans certains low cost, vous payez 50% d'avance, puis vous payez l'autre 50% quand il est embarqué sur le bateau. Donc, c'est ça les termes de paiement habituellement. Là. Et on commence à avoir des termes de paiement allégés quand ça fait
2, 3, 4 ans qu'on fait affaire avec le même fournisseur. Donc, le cash flow est important. Les compétences logistiques, Jimmy en parlait tantôt, c'est un élément qui, dans certains cas, est souvent oublié. Puis là, on parle de compétences logistiques, mais aussi on parle en termes de logistique, tout ce qui est Incoterm, tout ce qui est assurance, tout ce qui est connaissance de délai, des poids, juste les fameuses factures commerciales qu'il faut produire avec les codes HS et ainsi de suite, ça fait partie de l'élément logistique. L'autre élément, je m'excuse de déranger, Réal, mais le point précis où que ça devient très important, ce que tu dis au niveau de gestion de risque en transport logistique, c'est au moment même en amont de l'analyse du transfert de knowledge, de connaissances, de fabrication dans un pays sur un autre continent. Il faut que toute cette analyse-là soit faite en amont parce que dans un certain cas où j'ai été impliqué, malheureusement en dernier, ben, on s'est aperçu que les coûts de transfert d'équipement pour fabriquer ces pièces maîtresses-là, qui étaient finalement la sous-traitance, mais quand même des pièces importantes d'un produit fini, ben, et on avait mal évalué les coûts inhérents à fournir ces outils-là. Mais le client, le fournisseur, lui, avait bien négocié son Incoterm sans mentionner rien. Il s'attendait à avoir les outils livrés chez lui, dédouanés, transportés, payés par son partenaire fournisseur. Et c'est devenu une problématique parce que c'est des coûts très énormes. Fait que, il faut, dès au début de l'imaginaire, de dire ben, comment je peux réduire mes coûts. Oui, j'ai tel potentiel sur tel continent de tel fournisseur. Ça m'a été recommandé par l'ambassade, ainsi de suite, qu'on pourrait réduire nos coûts de 50%. Parfait. Il peut y avoir des discussions qui peuvent être entamées à ce niveau-là, mais par la suite, tout de suite, commencer à impliquer dans la gestion de risque, la portion de transport logistique pour établir, bon, ça va représenter quoi en mouvement d'équipement qu'on doit envoyer en amont avant qu'ils commencent à fabriquer des pièces. C'est quoi que vous allez mettre dans le planning au niveau de lead time pour protéger la chaîne de production. Ensuite, qui est responsable des droits de douane, et ainsi de suite. Les Incoterms sont excessivement importants parce que c'est le langage commercial entre des partenaires étrangers. Surtout à l'étranger, c'est le seul langage de commerce international reconnu par les deux parties à quel moment le transfert de responsabilité se fait entre un acheteur et un vendeur. Fait que plus que jamais, moi, je suis partisan de la promotion de l'aspect transport logistique dans l'évaluation. Tout à fait. Puis ce que j'ai aimé de ton discours, c'est que tu n'as pas parlé de prix, tu as parlé de coût. Et c'est un élément que je vais amener rapidement parce que là, il reste 5 minutes à ma partie. Puis je veux laisser du temps aux gens de poser des questions. Donc, dernière question, avez-vous un plan de contingence? Quand votre container arrive, puis vous ouvrez les portes du container, ça m'est déjà arrivé, puis vous voyez vos produits, votre matériel qui est tout rouillé. Quand vous allez appeler votre fournisseur, le fournisseur dit hey, « je suis désolé, écoute, je vais te le créditer, je vais t'en envoyer un autre. » Fine. Mais pendant qu'il est 8-9 semaines sur les eaux, on fait quoi en attendant? On s'approvisionne de façon locale. Puis quand on s'approvisionne de façon locale, mais le fournisseur chez qui peut-être que vous êtes déjà approvisionné dans le passé, il risque d'être peut-être content de vous voir avec un plus en bas de sa facture. Donc, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Comme on disait, on parle de moins en moins de réduction de prix, mais du concept de réduction de coût total, donc d'acquisition, le fameux CAT, coût d'acquisition total. Écoutez, oui, il y a le prix, mais il y a tous les coûts afférents au produit, coût de transport, coût de dédouanement, coût d'entreposage, coût d'assurance, coût de récupération, et ainsi de suite. C'est tous des éléments qu'il faut prendre en considération au niveau des achats. On s'intéresse de plus en plus à la structure de coût du produit et du service. Avec les hausses de prix qu'on a présentement, écoutez, si vous avez une pièce, si vous achetez des pièces usinées ou peu importe, votre département d'achat, il faut qu'il soit en mesure de pouvoir établir, identifier qu'est-ce qui est j'ai juste l'anglicisme en tête, là, mais le cost driver.
Donc, le segment du prix qui a un impact. Donc, si on parle d'une pièce usinée, puis 50% de votre pièce usinée, c'est de la matière première. Mais s'il y a une hausse des matières premières, puis que vous payez votre pièce, 100 $, s'il y a une hausse de 10%, tu ne veux pas payer ta pièce 110 $. Tu veux la payer 105 $. Parce que le 10% est imputable à la portion matière première. Donc, de plus en plus, les départements achats se spécialisent à identifier et connaître la structure de coût des produits et des services qu'ils emmènent. Fonction achat et vente, deux fonctions de plus en plus en synergie. Si tu vends mal, tu achètes mal. C'est un concept qui est inversement proportionnel. Si le vendeur, dans une optique de vente pour closer la vente, va dire « OK, c'est beau, je vais donner 2 ans de plus de garantie sur mon produit à l'acheteur », il faut qu'il vérifie, je vous dirais, en amont avec son propre acheteur, à savoir si vous, avec votre fournisseur, vous êtes capable d'avoir un 2 ans supplémentaire et ainsi de suite. Donc, cet élément-là de communication entre les ventes, les achats, il devient de plus en plus intéressant. Et on s'intéresse de plus en plus aux achats indirects, donc tout ce qui est pas relié aux produits finis livrables à votre client. Donc, écoutez, on parle de fourniture d'usine, transport, fourniture d'usine, transport, fourniture de bureaux, services, et ainsi de suite, qui peut représenter jusqu'à 30% d'un portefeuille achat. Et écoutez, oui, je le crois, votre chaîne d'approvisionnement, c'est une source de profit. Puis vous-même, à 91%, vous dites que votre département d'achat peut augmenter le rendement de l'organisation. Donc, avec l'idée, des éléments de réflexion, est-ce que vous avez un plan de contingence en lien avec votre chaîne d'approvisionnement? Est-ce que vous comprenez les enjeux logistiques au sein de votre chaîne d'approvisionnement? Est-ce que vous connaissez les dépendances ou les interdépendances au niveau de votre chaîne d'approvisionnement? Qu'est-ce qu'on peut diminuer, éliminer, transférer pour augmenter le rendement de nos chaînes d'approvisionnement? Quel niveau de maturité que vous avez? Avez-vous une flexibilité? Êtes-vous en mesure de vous adapter à la réalité du marché, à la demande de plus en plus de vos acheteurs qui achètent de chez vous, qui sont vos clients? Puis, est-ce que votre chaîne d'approvisionnement est en mesure de pouvoir saisir des nouvelles opportunités d'affaires? Écoutez, le sondage auquel vous avez participé démontre ici que on est à peu près dans un ratio de 60-40. 60% des gens qui ont répondu disent oui, mais il y a 40% qui disent non là, à la question que je viens de vous poser, à savoir saisir des nouvelles opportunités d'affaires. Votre chaîne d'approvisionnement en est-elle capable? Il y a quand même 40% qui disent non. Donc, vous avez un travail à faire de réflexion sur qu'est-ce qui se passe présentement sur ma chaîne d'approvisionnement. Et je vous laisserai sur une petite réflexion pour 2001. Est-ce que la pérennité de votre entreprise passerait par votre chaîne d'approvisionnement? Est-ce que votre chaîne d'approvisionnement serait un principal allié à la pérennité de votre entreprise? Sur ce, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais encore bouger l'écran pour revoir tout le monde. Effectivement, je vais faire ça comme ça. Et voilà, là, on devrait plus voir. Non? C'est bon, là? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, soit dans le chat ou en levant la main, on peut vous donner la parole. Peut-être en attendant que les gens placent leurs questions. Moi, j'en aurais une. Tu sais, je me mets dans les souliers de nos entrepreneurs ce matin. J'entends ce que vous dites, tu sais, que clairement, il faut professionnaliser le rôle d'acheteur, puis mettre plus de stratégie dans les fonctions approvisionnement versus être un peu moins dans les opérations. Mais pour ce faire, tu sais, puis je vois dans ce que vous présentez vers où je devrais aller, mais pour ce faire, ce serait quoi mon premier pas? Moi, en tant qu'entrepreneur qui veut commencer ça, là, ce serait quoi mon premier pas?
Ben, écoutez, je peux répondre facilement à ça. C'est que, il faut s'asseoir. Puis ma réponse va être courte et simple. Il faut s'asseoir, il faut regarder comment qu'on achète. C'est ça en tant que tel. C'est on s'assoit, on regarde dans notre organisation comment se font mes achats dans mon organisation. Au même titre que vous feriez l'exercice au niveau de l'amélioration de votre production, l'amélioration au niveau design, et ainsi de suite. C'est un Kaizen à faire. C'est comment je fais mes achats dans mon organisation. OK? Puis là, on peut aller dans un niveau de détail. Martine, puis tu as déjà passé par là parce que tu as une bonne expertise au niveau supply chain, puis tu aurais pu donner cette conférence-là avec nous. Là. Mais c'est comme, par la suite, c'est OK, comment je fais mes achats? Combien j'achète par année? De qui j'achète? De où j'achète? C'est d'aller dans ce niveau de détail-là. Et après, là, c'est là que tu t'aperçois que tu dis, hey, comment ça qu'on a 4 fournisseurs pour des paires de gants? On est en train de diluer notre volume. C'est simpliste, les fameux paires de gants, mais ça parle à tout le monde. Donc, c'est d'aller vers cet élément-là, juste de s'asseoir et dire, OK, comment je fais mes achats? Pourquoi le fournisseur de gants expédie 4 fois par semaine? Effectivement, tu sais. Oh, on a ici. Quelle formation recommandez-vous pour nos gens d'approvisionnement? OK, excellente question. Je dois vous avouer, avec un petit trémolo dans la gorge, qu'au Québec, la formation en gestion de la chaîne d'approvisionnement est un peu, non, pas un peu, est déficiente. OK? Il y a un éveil qui se fait, bravo, il y a un éveil qui se fait, mais elle est quand même déficiente. Pourquoi? Pour des raisons inconnues. Écoutez, les types de formations qui s'offrent présentement, il y a tout ce qu'on appelle les attestations d'études collégiales en gestion de la chaîne d'approvisionnement, qui est donné dans certains cégeps. Il y a aussi les centres de perfectionnement. Écoutez, je donne des cours à l'ETS, formation supply chain. Il y a des sociétés comme, puis je ne veux pas faire de publicité, là, mais il y a des sociétés comme nous qui offront de la formation en chaîne d'approvisionnement. Il y a l'Université Laval à Québec qui offre un certificat en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il y a aussi Supply Chain Canada qui offre des séminaires, des formations liées à la chaîne d'approvisionnement. Écoutez, je ne sais pas si présentement il y a encore des gens de l'Europe qui sont à l'écoute, mais en Europe, notamment en France, la portion formation, éducation en chaîne d'approvisionnement, je vous dirais qu'elle est à quelques années-lumière en avant de nous. Parce que en France, notamment, on a vraiment des bacs en chaîne d'appro, des bacs plus 2, des bacs plus 3, mais c'est 3 ans concentrés sur la supply chain. OK? Donc, Monsieur Brassard, je ne sais pas si j'ai répondu adéquatement à votre question, mais c'est l'ensemble que je peux vous dire par rapport à la formation. Je rajouterais, ici, il y a des bacs en gestion de la chaîne d'approvisionnement, mais ils se spécialisent seulement la 3e année, à la différence de l'Europe qui font carrément 3 ans d'approfondissement. C'est là la grande différence que je préciserais. Là. Si jamais vous voyez sur des CV des gens qui ont fait un bac en gestion de la chaîne d'approvisionnement ou HEC, c'est vrai, là. Oui. Mais ils se sont spécialisés seulement la 3e année. Tout à fait. C'est un bon point, merci. Il y a M. Hudon qui dit, en référence aux 4 fournisseurs de gants en 2021, n'y a-t-il pas une pertinence de partager nos achats en divers? La réponse est oui. La réponse est oui. Ça peut être un élément. Puis là, je regarde M. Cardin, je regarde Jean-Louis. Intervenez, messieurs, c'est pas juste moi. Là. Mais la réponse est oui. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de 4 fournisseurs? T'sais? Puis l'autre question que je vous poserais, M. Hudon, c'est avez-vous la bonne paire de gants aussi? C'est un élément qu'il faut prendre en considération. Mais oui, l'exemple des 4 fournisseurs, c'est une analogie.
Mais encore là, on a-tu besoin de 4 fournisseurs? On a-tu besoin de 2 fournisseurs, 3 fournisseurs? Encore là, Jean-Louis le disait tantôt, c'est un élément de gestion de risque. Ouais. Avez-vous besoin de gants aussi, en premier lieu? Une des tendances que nous, on voit chez Bolloré présentement, on a implanté il y a environ 3 ans, un concept de tour de contrôle logistique au niveau de la chaîne d'approvisionnement, où en partenariat avec le client, on est informé de tout le flux des marchands, des PO qui sont signés avec les fournisseurs, avec les quantités, les origines. Puis nous gérons à ce moment-là la chaîne logistique des mouvements de ces fournisseurs-là. Donc, si on revient à l'exemple des 4 fournisseurs de gants, mais si ces fournisseurs-là sont à peu près tous dans le même état américain ou autre, ben à ce moment-là, on combine les expéditions de ces régions-là. Puis ça fonctionne très bien. Dans un de nos clients aérospatial, ils ont atteint des économies en coûts de transport qui ont frisé le quart de million de dollars de la première année, tout en se libérant de la charge de faire les recherches sur les PO, le on-time d'expédition. Fait que nos gens s'assurent que les marchandises sont envoyées au bon moment par le bon mode de transport, selon le dock need date, comme on dit, ou la date requise sur le dock du client. Fait que on assure, puis en plus, le client reçoit une facture mensuelle et qui regroupe les activités sur des détails Excel. Fait que c'est une des barrières qu'on a qui fonctionne très bien là, au niveau de la logistique du transport dans la chaîne pour les clients comme tel. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir, questions, commentaires, suggestions, et je me plais à dire, quand on est avec ma gang, insulte, mais... on va les garder. Moi, j'avais une dernière question, Martine. Je sais qu'on a fait ceux qui sont de ma génération, on a fait un peu notre Jean-Marc Parent de nous-mêmes. On a défoncé un peu. On mettait l'emphase tantôt sur l'établissement d'une stratégie de chaîne d'approvisionnement. OK? J'en ai parlé, Jimmy en a parlé, Jean-Louis en a parlé. Il y a quand même des gens qui ont répondu au sondage qui ont mis des stratégies de chaîne d'appro qui datent de 12 à 24 mois. On a 17% des gens qui ont répondu, qui ont mis en place une stratégie de chaîne d'appro qui date de 12 à 24 mois. Et 24 mois de plus, il y a quand même 13%. Fait que je voulais juste voir avec les gens, et si vous vous sentez à l'aise de partager, mais ces gens qui ont répondu, ces gens qui ont répondu à ces deux éléments-là, je ne sais pas si vous pourriez partager l'impact positif ou négatif, peu importe, l'impact que les stratégies que vous avez déployées depuis 12, 24 et plus, quel impact ça a eu dans votre organisation, juste en conclusion, là, Madame Nadeau dit, quelle sera la meilleure stratégie à adopter après pandémie, hausse de prix, délai, ouverture de nouveau pour se dépanner? Ben, Sylvie, la meilleure stratégie, c'est d'évaluer ton marché et de comprendre ta structure de coût en tant que telle. Je pense pas que à court terme, moyen terme, puis quand je parle de court terme, c'est 3-6 mois, là, je pense pas que ça soit le moment, comme je disais d'entrée de jeu, de signer des ententes avec les fournisseurs, à moins que vous soyez en mesure de pouvoir mettre, là, je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais une clause au niveau des fluctuations des matières premières qui vous protège autant à la hausse qu'à la baisse. Okay? Comme on a déjà fait, nous, dans le carton, bon, il y a plusieurs années. Là. Mais là, je pense qu'à court terme, ce qui serait important, c'est d'analyser comment faire les achats de façon plus efficiente et efficace dans le contexte dans lequel vous êtes, d'être au courant des cours de marché. Parce que je connais un peu votre organisation, Sylvie. S'il y a une hausse du pétrole, mais c'est sûr et certain qu'en plus des hausses que tu as là, mais tu vas avoir une hausse, tu vas avoir une hausse supplémentaire. Fait que de te mettre au courant un peu
de ces éléments qu'est-ce que je disais antérieurement, tu sais, les cost drivers par rapport à tes produits, puis d'essayer d'y aller avec temporairement avec un BATNA, un Best Alternative to a Negotiate Agreement. Puis, tu sais, là, on va se ramener à peu près 15-20 ans quand on faisait des achats spot et de la négociation spot. Mais je pense que c'est le meilleur outil. Puis je ne sais pas si Jean-Louis veut corroborer mes dires, là, mais je pense que c'est le meilleur outil. Puis même toi, Martine, je pense que c'est le meilleur outil que tu peux avoir présentement pour faire ça. Quand il va y avoir une hausse, quand il va y avoir une certaine stabilité, OK? Là, je commencerai à analyser mon portefeuille d'achat, définir une nouvelle stratégie et 2 choses dans le contrat. Prévoir 3 choses dans le contrat. Prévoir un élément de gestion de risque. 2, un élément d'escalation de coût des matières. OK? Puis, troisièmement, un élément d'inventaire dans tes contrats avec les fournisseurs éventuels. Je ne sais pas si Sylvie, ça répond à ta question. Puis, tu sais, s'il y a de quoi, tu sais, où me rejoindre. Oui, c'est ça, on va s'en parler. C'était plus vraiment dans, tu sais, à un moment donné, on commence par quoi dans 1 an, au début de l'année 2022, quand les choses vont, tu sais, on est rendu où d'un prix, c'est quoi le prix du marché, ça va être quoi le bon prix. Oui, il y a des indicateurs, puis on les suit, mais en même temps, il n'y a plus comme d'une bonne corrélation, là. Tu sais, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai écoute, moi j'ai le CAMDATA, par exemple, ça n'a pas de bon sens, là. Je veux dire, ça fait 6 mois en ligne que ça l'augmente. Mais le pétrole, il augmente pas. Tu sais, il y a quand même d'autres. Bon, il y a d'autres besoins dans le marché, peu importe, je veux pas élaborer là-dessus. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand est-ce qu'on fait l'analyse puis qu'elle va valoir la peine, puis par quoi qu'on commence? On commence parce qui nous a hérité le plus les prix, les ruptures d'inventaire, tu sais, etc. Fait que qui nous a le mieux servi, tu sais. Moi, si je peux parler du point de vue transport, Sylvie, je dirais que quelque part dans le premier quart de 2022, on devrait recommencer à avoir un approvisionnement en conteneurs maritimes, une certaine stabilité. Parce que politiquement parlant, je ne peux pas concevoir que le gouvernement chinois va pas... Parce que indéniablement, si la situation ne se résorbe pas ou ne s'améliore pas, ben, vous l'avez dit vous autres même pendant la séance aujourd'hui, les gens vont commencer à acheter ailleurs. Ils vont regarder, ben écoute, ça me coûte moins cher, je vais trouver une source au Mexique qui va égaler la qualité. Et je vous ferai remarquer qu'avant, en 2015, j'avais vu une analyse qui montrait l'augmentation de la balance commerciale du Mexique par rapport à la Chine. La Chine vivait des augmentations de salaire, coût de la vie qui augmentait, fait que les marges commençaient à baisser de profit pour les importateurs qui importaient de Chine. Les Mexicains font beaucoup, parce que quand j'étais chez Bellicopter, j'allais souvent au Mexique par affaires, puis j'ai discuté beaucoup avec les gens là-bas, puis il y avait des gens du gouvernement, puis le gouvernement mexicain, en tout cas, à ma connaissance, jusqu'en 2018, faisait beaucoup d'efforts pour attirer des investisseurs, des importateurs, des acheteurs pour acheter Made in Mexico. Fait que toute la dynamique de ce qu'on vit en ce moment est un bon élément de lobbying pour le gouvernement du Mexique. J'ai un client qui a commencé à transférer certains achats vers les pays d'Europe de l'Est, en Pologne, en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, en Roumanie, main-d'œuvre qualifiée, moins chère, oui, ça coûte un... Mais là, il faut à un moment donné qu'on revienne à une stabilité, sinon... regardez juste la télé, là, qu'on commence à voir, ma femme me disait que les choux-fleurs rendus à 7,99, ça n'a pas de bon sens, là. On a hâte que les Québécois produisent des légumes cet été, là, mais c'est comme ça. Puis là, on va commencer à le voir. Un collègue dans l'industrie me disait que présentement, les entreprises ont surfé, si on veut, sur leur inventaire. Puis là, les inventaires baissent. Puis les nouveaux produits qu'ils importent, bien, eux autres
sont frappés par les augmentations de transport, entre autres. Fait que nous, en tant que consommateurs, on va le voir dans les semaines et quelques mois à venir. Fait que, puis ça, c'est combiné à un dynamisme économique à revenir. Oui, on veut tous revenir, mais tabarouette, ça va coûter bien plus cher, là, tu sais. Fait que, anyway, pour venir à ma réponse, c'est ça. Peut-être en début 2022, on va probablement... Moi, au niveau transport, je sais pertinemment que je ne vois pas d'amélioration concrète, réelle, avant au moins le dernier quart de 2021. Il faut suivre les indicateurs qui vont être en lien avec ton marché aussi, Sylvie, là, par rapport à ces éléments-là, pour voir justement si c'est une hausse ou une baisse. Là, donc, je te rassure, Réal, on n'a pas bossé, on avait jusqu'à 10h30, donc il nous reste 12 minutes. Oui, on avait prévu 2 heures, on avait prévu le coup. Puis il y a 2 questions assez intéressantes. La première de Gilles Brassard qui dit en prévision d'une prochaine crise de la chaîne d'approvisionnement ou d'une autre aggravation de la présente crise, quelle source d'information nous recommandez-vous pour suivre ou anticiper une pénurie, augmentation des coûts, publications spécialisées ou autres? Jean-Louis, je ne sais pas si tu veux répondre. Je peux répondre. Toutes les publications qu'on voit, c'est toujours a posteriori. Il n'y a pas de devin qui publie quoi que ce soit. Là. Donc, en fait, on se rend compte. Par contre, il faut apprendre de ce qui s'est passé dans les crises et les crises précédentes. Donc, je crois que c'est plus ça qu'il faut regarder. Si on veut, par exemple, des indices, des choses comme ça, vous avez, je crois, propurchaser.com, où il y a tout un tas de sites comme ça sur lesquels vous pouvez vous inscrire, qui vous donnent des courbes. Alors, à vous de prolonger les courbes. Là, vous pouvez faire des moyennes glissantes et puis essayer de prolonger, faire des régressions linéaires et tout, mais ça reste quand même de la prévision. Alors, comme toutes les prévisions, il y a un risque attaché à ça. D'où l'intérêt parfois de prendre des fourchettes hautes, basses et puis travailler avec ces fourchettes-là. Il faut s'assurer que la fourchette haute ne vous met pas en péril, quoi. Enfin, en gros, c'est ça la limite. Et l'autre élément, comme je l'expliquais à Sylvie et comme j'expliquais aussi dans ma présentation, il faut que votre département chaîne d'appro ait une maturité afin de comprendre ce qu'il achète et quelles vont être la structure de coûts qui va avoir un impact sur l'augmentation des coûts. Et à partir de là, essayer de faire une stratégie pour minimiser l'impact des hausses de prix. Là. Puis, dépendamment dans quel marché vous êtes, écoutez, je donnais l'exemple des boîtes de carton quand on a fait un travail pour un client. On s'est basé à l'époque, on s'est basé sur le pulp and paper. Donc, c'est devenu l'indice avec lequel on travaillait et on avait fait des clauses de fluctuation de matières premières à la hausse ou à la baisse. Et dans certains produits, on avait demandé d'augmenter une portion d'inventaire chez le fournisseur pour être en mesure de pouvoir s'approvisionner dans des délais raisonnables. Faire attention, il y a certains, j'ai connu à une certaine époque, on ne fait plus ça aujourd'hui, mais blague, clin d'œil, comme dirait une de mes collègues, j'ai connu des acheteurs qui ont volontairement ou, disons, par manque de formation, qui ont dit hey, on va augmenter les inventaires chez notre client, chez notre fournisseur. Comme ça, on est sûr et certain qu'ils vont être protégés. Mais rendu à la fin d'année, il restait quand même des excédents d'inventaire chez le fournisseur. Puis là, le fournisseur a dit oui, mais c'est parce que là, j'ai storé ça juste pour toi. Là, on fait quoi là? Tu sais, dans ce cas-là, ça a été bénéfique. Bénéfique. C'est que c'était sur une production aplanie sur 3 ans. Fait que cet excédent d'inventaire-là, on l'a mangé dans le temps. Mais quand même, il faut juste faire attention. Là, parce que, comme je disais à Martine, la joute des achats, c'est plus point sur la table, comme j'ai déjà connu à une certaine époque dans l'aéronautique. Hey, tu me donnes 10% ou sinon je m'en vais. Si votre département de chaîne d'approvisionnement ont cette philosophie-là, je vous conseille fortement de faire un appel au groupement des chefs, puis que le groupement des chefs nous appelle par la suite.
mais il faut tomber plus dans un mode de comment monsieur ou madame fournisseur, de concert, on peut demeurer compétitif dans nos créneaux respectifs. OK, ça, c'est un élément. Oui, effectivement. Il y a M. Deshaies qui avait une super question qui est un peu tricky à répondre, mais je vais essayer d'y répondre parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'information qu'il me faudrait pour répondre à cette question-là. Et la question, c'est si on veut améliorer si on veut améliorer une meilleure intégration dans la planification stratégique de la supply chain, y a-t-il une liste, y a-t-il un top 5 et ainsi de suite? Bien, premier élément que je poserais, c'est quel rôle, ma première question là, serait quel rôle que je veux donner à mon département d'achat? Okay? C'est un rôle stratégique, un rôle opérationnel. Et par la suite, si c'est un rôle stratégique, mais qui je vais mettre à la tête de ce département-là, qui va être en mesure de pouvoir nous supporter dans notre plan de développement. Donc, si vous êtes, si vous êtes, mettons, à un niveau, mettons, peu importe, là, 1, et vous voulez vous diriger dans 5 ans au niveau 5, ben, c'est quoi les gaps que vous devez ou les gates que vous devez atteindre pour vous rendre à l'objectif numéro 5 ou votre objectif stratégique dans l'élément dans 5 ans et définir des objectifs à votre chaîne d'approvisionnement, définir des résultats à votre chaîne d'approvisionnement. Puis les questions de base pour une meilleure planification ou une intégration de votre supply chain. Puis, tu sais, Jean-Louis intervient à tout moment, mais je reviens toujours à la base, c'est combien on achète. OK? Qu'est-ce qu'on achète? De qui on l'achète? Comment on l'achète? Quand je dis le comment on l'achète, j'ai un exemple. On a fait un bon client aéronautique dernièrement qui achetait sur commande. Il passait 2 bons de commande par mois pour le même item. Mais ça fait 2 ans et demi qu'il y a le contrat. Écoutez, ça va vous paraître, je vous le dis là, ça va vous paraître ridicule, mesdames et messieurs. Je vous demande surtout de ne pas me croire. Validez. Validez. OK? J'ai dit à ce client-là, je dis, ben écoute, ton contrat, il vient à échéance quand? Il dit, écoute, il vient d'être renouvelé pour un autre 2 ans, mais il dit, les quantités ont diminué avec qu'est-ce qu'on sait, et ainsi de suite. J'ai dit, OK, pourquoi tu ne négocies pas un prix pour le volume au complet en conservant un ordonnancement de livraison? Puis il a été chercher 12 %, même là, en ce temps-ci. On s'entend qu'il s'approvisionnait d'un fournisseur local, là, OK? Mais il a quand même été chercher 12 %. Fait qu'il a signé une entente avec un ordonnancement de livraison. Fait que, tu sais, le comment on achète, c'est ça en tant que tel. T'sais. Et l'autre élément qui va de soi, c'est dommage, mais qui achète chez nous, tu sais? Vos acheteurs, tu sais? Vos acheteurs, c'est vraiment des acheteurs? Puis là, je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire, là. Puis je le dis dans une optique de réflexion. OK? Il n'y a aucune mauvaise intention en arrière, là. Avez-vous des acheteurs ou des acheteurs? Il faut voir la différence entre les deux. Puis la différence entre les deux, c'est que pour moi, un acheteur qui a une visibilité, OK? Puis il n'a pas été formé ou amené à, mais va placer un bon de commande à la limite une fois par semaine. Parce qu'il va savoir ça à chaque semaine. Okay? Puis trop souvent, on se fait appeler et on dit Réal, là, viens évaluer, puis Jean-Louis en est témoin, viens évaluer ma supply chain. Là, je pense que mes gens, là, ouais, non, à 80, j'ai pas fait d'analyse exhaustive ou de sondage, là, à 95 %, là, vous avez les bonnes personnes dans vos départements d'approvisionnement. Il faut juste les amener à un niveau supérieur en termes de compétences et d'expertise. Et de l'autre chose, il faut leur donner de la visibilité à vos achats. Puis donnez-leur des objectifs et faites-les participer.
quand je vois qu'un acheteur n'est pas présent à des meetings de production, sérieux, là, j'en parle, puis le poil me lève ses bras. Donc, grosso modo, M. DL, là, c'est des éléments, c'est des pistes de réflexion en tant que Martine, tantôt, tu parlais d'une source d'information, puis je pourrais partager ici sur l'écran le site de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, sur Google. Fait qu'il y a une section, là, nouvelles et événements. Puis là, on parle de le commerce mondial prêt pour une reprise forte. Puis il y a d'autres faits saillants ici que les gens peuvent aller voir. Il y a des statistiques disponibles, ainsi de suite. Fait que, disons, pour ceux qui s'approvisionnent à l'international, ça devient une source d'information qui est très, très pertinente. Très bon point. Merci, Jimmy. Je pense que ça conclut, messieurs. Il nous reste 2 minutes pour terminer. Je vous remercie vraiment tous les trois pour toute la générosité dans l'information que vous avez fournie. Évidemment, à la façon groupement, on ne pourra pas faire un jeu repart commun parce qu'on est trop nombreux, mais si vous avez envie de dire merci ou de nous communiquer votre marquant dans la boîte à conversation dans le chat, gênez-vous pas à le faire maintenant. Aussi, si vous ressentez le besoin d'aller plus loin dans vos réflexions, d'être accompagné dans vos défis actuels au niveau de votre chaîne d'approvisionnement, en plus des 3 experts qu'on a aujourd'hui, on a accès à une panoplie d'experts à travers le groupement, donc je vous recommande fortement d'en parler avec votre accompagnateur. Vous allez recevoir d'ici demain par courriel le lien vers l'enregistrement. Si vous souhaitez le partager, soit à l'intérieur de votre organisation ou à d'autres entrepreneurs que vous connaissez, on vous encourage à le faire. Et vous recevrez aussi un questionnaire d'évaluation de la rencontre. Finalement, je voulais aussi vous dire que je vous invite à aller voir sur le site du groupement si vous avez envie de vous inscrire aux prochaines rencontres. La prochaine, c'est le 3 juin. Le thème, c'est « Entrepreneurs impactés à impactants ». Et les 125 premières inscriptions qui seront bien sûr présentes à la rencontre recevront gratuitement le livre d'André Coupet « Vers une entreprise progressiste ». Très beau livre d'ailleurs. Alors voilà, merci à tous pour votre participation et bonne journée et au plaisir de vous voir.